Hello, on va traiter un très gros sujet, une grosse actu SEO. Les secrets de l'algorithme de Google ont leaké et on a énormément d'informations sur comment fonctionne l'algorithme, comment faire du SEO et comment améliorer ses rankings grâce à tous ces documents qui ont leaké et que je vais vous expliquer. Il y a énormément de secrets qui ont été dévoilés. Par exemple, la plupart des SEO, imaginez une centaine, des milliers de facteurs de ranking. Au final, dans le document qui est sorti, il y en a 14 000. 14 000, c'est énorme et il y a énormément de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Par contre, forcément, on n'a pas la pondération de chacun des facteurs. Ce qui fait qu'on ne va pas savoir si tel facteur a beaucoup plus d'importance que celui-ci, mais ça nous donne des idées. Ça confirme aussi beaucoup d'hypothèses de SEO qui ont été mises en place au fur et à mesure avec beaucoup de tests, des tests que je vous ai pour certains déjà présentés. Et en fait, ça permet d'avoir une très bonne vision de tout ce que Google a mis en place pour comprendre le contenu sur le web, pour comprendre l'autorité sur le web, etc. Et surtout, pour essayer d'amener la meilleure réponse aux utilisateurs qui font des recherches sur le moteur de recherche. Le document, il a été publié sur iPullRank, qui est une agence SEO et market. Ils ont décrypté au fur et à mesure tous les différents facteurs, etc. C'est en anglais, je vais vous le faire en français. Pas mal d'autres vidéos qui sont sorties, à la chaîne de Léopold 20, etc., qui décryptent très très bien aussi, qui vont appuyer certains points que je vais moins appuyer. Et je vous invite à aller voir sa vidéo pour aller agrémenter un peu plus la compréhension de ces différents facteurs. Je vais me concentrer principalement sur tous les points qu'il a pas trop traités ou un petit peu moins, et surtout essayer de vous amener une réflexion sur comment les facteurs peuvent être pris en compte, à quoi ils peuvent servir et comment mettre en place la stratégie web de votre site par rapport à ces facteurs. Il y a énormément de choses qui sont sorties et qui sont super intéressantes. Je vais vous passer les termes très 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 techniques. Mais déjà, ce qu'il faut noter, c'est que toutes les personnes qui parlent au nom de Google, comme John Mueller, etc., sur Twitter, nous mentent. Et ça, c'est un très gros point parce que depuis très longtemps, il y a beaucoup de SEO qui posent des questions sur Twitter pour être aiguillés sur la façon de créer le contenu, la façon dont l'algorithme va répondre aux différentes façons, points de vue, etc., de orientation des contenus. Et en fait, on a eu beaucoup de points sur lesquels, en fait, on se rend compte que Google nous a menti, tout simplement. Je vous donne un exemple. Ils ont toujours dit qu'il n'y avait pas de domaine authority, donc de facteurs basés vraiment sur le domaine au global, alors qu'en fait, le document et les facteurs, on voit bien qu'il y a un domaine authority. On va y revenir après. Typiquement, là, c'est un exemple de tweet. On voit bien que Gary Lies, un communicant pour Google, on n'a pas de domaine authority. Encore une fois, c'est un mensonge. Comme quoi, il faut pas croire Google et le test and learn des SEO au fur et à mesure. C'est la vraie façon d'avoir les connaissances de l'algorithme, du fonctionnement et surtout, merci au Black Hat de nous aiguiller sur tout ce qui marche, tout ce qui marche pas et de faire des tests pour nous. Typiquement, on voit bien que là, on a un facteur Site Authority directement dans l'algorithme de Google. Encore une fois, la pondération des facteurs, on la connaît pas. Par contre, on voit bien qu'il y a un élément qui prend en compte le Site Authority. De la même façon, on a eu énormément de fois des réponses comme quoi tous les clics n'étaient pas pris en compte pour le ranking. On l'a bien vu, j'avais lancé un test sur Instagram et TikTok récemment où je demandais d'aller cliquer pour un mot-clé spécifique sur le site d'un abonné qui était en top 20. Aujourd'hui, il est en top 7 sur ce mot-clé, sans avoir ajouté de backlinks, avec très peu de contenu en plus. En fait, on voit bien simplement l'importance du CTR, l'importance du clic. Et ça, encore une fois, c'est un mensonge de la part de Google. Et il y a eu énormément de sujets sur toute la partie CTR, NavBoost, etc. Et on le voit bien, il y a pas mal d'éléments basés sur les clics. Donc on va avoir les bad clics, les good clics. Typiquement, un bad click, ces facteurs-là sont pas expliqués dans le fonctionnement, mais par contre, on peut imaginer qu'un bad click, c'est un clic qui a lieu dans la 7e ou 8e page sur Google et qui revient régulièrement. En fait, ça semble pas du tout naturel aux yeux de Google que des utilisateurs aillent en 7e page pour cliquer plusieurs fois sur un lien spécifique d'un site. Ça paraît un peu bizarre, un peu louche. À l'inverse, un good click, ça peut être un clic alors que tu es dans le top 3 et qui est récurrent. Ça paraît logique. De la même façon, on va pouvoir imaginer que une explosion des clics alors qu'on est dans des positions très éloignées, ça peut être pris comme bad click, etc. Bref, il y a plein de façons de le voir, de le réfléchir. Et du coup, il y a des tests à mener sur ces sujets-là. Mais en tout cas, il faut bien différencier des bad clics, des good clics. On va avoir tous les clics qui ont vocation aussi à être exponentiels. Et typiquement, ces éléments de unsquash click, unsquash impression, unsquash last longest click, c'est des facteurs qui vont permettre de détecter le spam par rapport au clic. Typiquement, si on a une explosion du taux de clic sur un site, alors qu'encore une fois, par exemple, on est en top 30 sur la position, ça paraît un peu bizarre. Pareil, s'il y a énormément d'impressions d'un coup, ça va paraître bizarre. Et en fait, Google va se dire, OK, là, il y a potentiellement du spam sur cette URL, sur ce site. Donc, il va venir dégrader potentiellement les rankings, le positionnement du site par rapport aux mots-clés. Donc, il faut bien prendre en compte, il va y avoir des facteurs qui boostent le référencement, il va y avoir des facteurs qui dégradent aussi le référencement du site. On va y revenir un petit peu plus tard.
Pareil, encore une fois, un gros mensonge, il n'y a pas de sandbox. Sandbox, c'est quoi? C'est quand un site est tout récent, il est dans le bac à sable si on fait la traduction française, et en fait, il peut pas en sortir avant d'avoir prouvé d'une certaine façon son existence, son expertise, son autorité sur le web. Et du coup, il va y avoir un délai accordé à ça. Il y a beaucoup de SEO qui parlaient de 6 mois, à peu près 1 an de sandbox. Ça dépend, il y a plein de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte encore parmi les 14 000 facteurs, mais il y avait véritablement une sandbox, et en fait, on le voit très bien dans les facteurs qu'il y a et qui ont leaké. De la même façon, ils t'ont toujours dit qu'ils n'utilisaient pas Chrome pour le ranking. Chrome, c'est l'outil Google qui est gratuit. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit, tu t'en doutes. Et en fait, Chrome, c'est un navigateur qui va permettre à Google de récupérer énormément d'informations, énormément de data. Et en fait, ça va permettre de connaître l'engagement utilisateur, etc. Toutes les données que tu vas pouvoir retrouver sur Analytics, sur l'engagement sur tes pages, le temps de session, le taux de rebond, etc. Ça, c'est des informations qui sont prises en compte, qui sont amplifiées grâce à Chrome, et du coup qui permettent à Google de vraiment comprendre ce qui se passe sur les sites, d'emmagasiner beaucoup de data. Et ces datas-là, on le voit bien, Chrome in total, elles sont utilisées. Combien de fois le domaine a été vu sur Chrome, etc. Quel est son level. Donc, encore une fois, c'est un des facteurs qui rentre en ligne de compte. Et ce qu'il faut bien noter pour Google Chrome, c'est que plus tu vas avoir de trafic perçu par Google Chrome directement, plus ça va être bénéfique aussi pour ton algo, pour ton référencement, le référencement de ton site, de tes positions, etc. Un autre facteur, et on le voit bien dans Google Analytics 4, tu peux aller voir ma formation d'ailleurs sur le sujet sur ma chaîne YouTube, formation totalement gratuite. Il y a 1h30 de Google Analytics 4, et on voit bien qu'il y a un rapport real-time sur Google Analytics 4. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, il va y avoir des facteurs qui sont basés en temps réel. Donc, il y a vraiment un boost par rapport au real-time, et on va le voir notamment avec la Navboost, les visites Chrome, etc. En fait, Google est aujourd'hui en capacité de détecter s'il y a des explosions à un moment donné. En fait, ça va te booster ton site en real-time aussi, surtout sur des sites qui sont crawlés régulièrement, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Je vais te passer cette partie-là en rapide, mais ça va être toute la compréhension de Google, comment fonctionnent les algos, quels sont les différents algos qu'il va y avoir au fur et à mesure. Et tu vois, là, on a un schéma assez intéressant des différents algos, des sous-algos et de tout ce qui rentre en ligne de compte pour Google pour générer ce classement dans le moteur de recherche. Donc, il va y avoir toute la partie crawling. Sur cette partie-là, c'est assez intéressant parce que tu peux y avoir accès d'une certaine façon avec ta Google Search Console. Je vais te montrer. En fait, quand tu es dans ta Google Search Console, tu peux aller en bas dans Settings, et là, tu vas avoir la partie Crawl Stat. Et en fait, ça va te permettre de savoir à quelle fréquence ton site est crawlé par Google directement. Donc, en fait, de savoir quand est-ce que les petits robots de Google vont passer sur ton site, vont analyser le contenu, vont analyser les pages et vont les mettre à jour au final dans les index de Google. Car oui, il y a plusieurs index. Encore une fois, petit trailer pour la suite de la vidéo. Donc forcément, la première partie pour Google, pour l'algo, ça va être le crawling, donc de découvrir les pages. Forcément, il va y avoir toute l'analyse de log, l'analyse de crawl, etc. Ça, on en parle dans d'autres vidéos. Ensuite, il va y avoir toute la partie indexing. Alexandria, ça va être le main, ça va être le premier. En fait, si tu crées du contenu avec simplement un title, une page, ça va être la première indexation qu'il va y avoir. Et ensuite, il va y avoir ces éléments-là qui vont repasser pour pondérer et modifier l'indexation potentielle de ta page. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'il y a mention d'index tiers dans Google. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 index différents. Il y a l'index primaire, l'index secondaire et l'index tertiaire. Et en fait, en fonction de la qualité de ton contenu, de la qualité de ton site, de différents facteurs qu'on ne connaît pas aujourd'hui par rapport au SEO et la façon dont Google va gérer ses index, il va y avoir des boosts ou des rétrogradations de positionnement dans les différentes index. Par exemple, l'index primaire, on va pouvoir retrouver tous les sites à qui Google accorde une confiance de façon humaine. Par exemple, tous les Gnews, c'est des sites qui ont une validation humaine pour arriver dans Gnews. Et en fait, ça fait partie de l'index primaire. Et ces sites-là, ce qui est intéressant, c'est que quand tu es dans l'index primaire, tu vas avoir un boost. Alors qu'à l'inverse, si tu es dans l'index tertiaire, tu vas forcément avoir une rétrogradation parce que ton site va être considéré par Google comme beaucoup moins bon, beaucoup moins pertinent. Donc c'est super intéressant. Aujourd'hui, on n'est pas encore en mesure de définir comment sont gérés les différents tiers. C'est des suppositions. Léopold va en parler aussi sur l'index primaire, le Gnews, etc. Mais il y a pas mal de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Typiquement, un site qui peut rester très longtemps dans Disclosure, il a peut-être tendance à être plus souvent dans le primaire. Il y a plein de suppositions, plein d'hypothèses à tester encore une fois. Toute la partie rendering, toute la partie processing, extraire tous les liens des pages, éviter la cannibalisation, le duplicate content, etc. Les facteurs de ranking, forcément. Donc, encore une fois, celui-ci, c'est le primaire de ranking. Donc, tu vas avoir une position accordée par Google. Donc, par rapport à ton contenu, par rapport à ton site, etc. Il va dire, OK, toi, tu mérites cette position. Imaginons un top 10. Et ensuite, tu vas avoir des ajustements qui vont être mis en place pour ajuster ton positionnement par rapport à différents facteurs. Ces facteurs-là, on va avoir
le nav boost. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ton site? Est-ce que ton site est cliqué? Est-ce que ton site, il y a du scroll? Est-ce qu'il y a de l'engagement d'utilisateur? Est-ce que tu navigues de page en page? Est-ce que tes utilisateurs naviguent de page en page via le maillage interne? Est-ce qu'ils restent longtemps? Est-ce que, à l'inverse, il y a un taux de rebond énorme? Du coup, ils quittent ton site. Tout ça, c'est des facteurs d'engagement qui sont très importants et qui sont pris en compte là-dedans. Et ensuite, on va avoir toute la partie Twiddler. Et justement, ces fameux Twiddlers, donc qu'on va retrouver juste ici, ça va être cette partie-là qui va permettre de modérer. Donc, est-ce que ton contenu est frais? Et donc là, on voit bien que un facteur qui est basé sur la fraîcheur. Est-ce que le contenu de ton site est régulièrement mis à jour? Est-ce que tu apportes de la valeur ajoutée par rapport à l'actualité, etc. Ce genre de choses, c'est super important. Et en fait, ça va venir dire à Google, OK, le contenu est frais, hop, on met un boost. Le contenu est très ancien et du coup plus pertinent avec l'actualité, hop, on va le rétrograder par rapport à des contenus qui, eux, seront frais. Tu vois, c'est un peu ça, la balance au fur et à mesure par rapport au fait que ce soit frais ou pas. Et après, on va avoir une partie qui va gérer les snippets, donc l'apparition en position 0 la plupart du temps. Et ensuite, on va avoir toute la partie serving, mais ça, je te le passe rapidement. Donc, les fameux Twiddlers pour modérer au fur et à mesure les positionnements. Et tu vois, dans les Twiddlers, on va avoir Nav Boost, donc ce qui se passe sur ton site, véritablement, est-ce qu'il y a de l'interaction, de l'engagement, etc. Quality Boost, c'est certainement lié à toute la partie contenu de qualité. Donc, est-ce que tu réponds bien à l'intention de recherche, etc. Forcément, si tu réponds bien à l'intention, tu vas avoir un boost. À l'inverse, tu vas être rétrogradé. Est-ce que tu as des pics de trafic d'un coup? Et en fait, si tu as ton pic de trafic, Google va avoir tendance à te faire un boost en temps réel. Et pareil, du coup, pour les images, comme quoi Google Images est super intéressant pour le SEO. Donc, pense bien à toutes tes balises alt. Ensuite, il y a eu des éléments sur comment Panda work. Et Panda, c'était sur toute la partie autour des liens. On va y venir. Dans les autres éléments qui sont importants, c'est toute la partie sur les auteurs. Pourquoi les auteurs sont importants? Parce qu'ils permettent de montrer, de prouver d'une certaine façon l'autorité, l'expertise que tu vas avoir sur ton sujet. Et c'est pour ça que Google met de plus en plus d'importance dans tout ce qui est compréhension, open graph, knowledge graph, etc., etc. Quand tu es un auteur certifié, ça n'a pas la même valeur, ton contenu n'a pas la même valeur quand tu es un chirurgien très très renommé qui fait un blog post et quelqu'un qui n'a aucune expertise vérifiable sur le web qui fait un blog post sur la chirurgie. Forcément, Google va avoir tendance à mettre en avant celui qui semble expert, celui qui a plein d'articles qui parlent de lui, celui qui a plein de mentions de lui sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, tout le côté auteur est super intéressant et ce qu'il va falloir faire, c'est toujours mettre en avant, mettre au début du contenu, le fait que tu es un auteur avec de l'expertise, etc. Et donc, travailler le knowledge graph autour de toi. Et donc, il y a bien un facteur auteur dans les facteurs de ranking. Est-ce qu'il est auteur, etc. Et ensuite, on va avoir une partie qui est super intéressante parce que là, on a vu tout ce qui pouvait booster ton référencement. Maintenant, on va voir tout ce qui peut rétrograder ton référencement. Il va y avoir des facteurs qui sont super logiques. Tout ce qui est encre mismatch, donc les encres qui sont pas pertinentes. Par exemple, tu fais un lien sur une page qui parle de voyage vers une page qui parle de palmier avec un lien qui paraît pas pertinent, qui fait pas le glissement sémantique, avec un lien qui est totalement décorrélé, qui n'a pas de sens logique, ça va rétrograder la qualité du lien, la qualité de ton contenu. Pareil, si ton site est dans un top 10, mais ne reçoit que très très peu de CTR, est beaucoup moins cliqué, par exemple, tu es en position 9, mais tu es moins cliqué que la position 10 parce que ton title, parce que plein de choses, au final, ça va être un gros facteur de rétrogradation de ton contenu, du positionnement, de la qualité de ce que tu proposes aux yeux de Google. Pareil, Navdemotion, du coup, ça va être toute la partie engagement utilisateur sur ton site. Est-ce que le taux de rebond, il est élevé? Oui. Ça veut dire que les personnes ne trouvent pas ce qu'elles attendent sur le site, sur le contenu par rapport à la recherche qu'elles ont tapé. Donc, forcément, tu vas être rétrogradé aussi et ton contenu ne plaît pas à l'utilisateur, donc ne plaît pas à Google. Pareil, et ça, c'est assez marrant parce que c'est un débat qui a depuis très longtemps. Est-ce que les exact match domains ont un vrai impact sur le SEO? Donc, exact match domain, c'est le fait, par exemple, tu vends des produits poupées russes et ton nom de domaine, ça va être poupée russe. En fait, apparemment, il semble bien que ce soit un facteur de rétrogradation, de baisse du référencement pour ces sites-là. Donc, en fait, les exact match domain sont mis un peu à l'arrière parce qu'en fait, Google, comment il le comprend? L'exact match domain, ça permet de faire de l'ancrage avec des liens sur ton nom de domaine, donc sur le mot-clé d'une certaine façon. Et imaginons encore poupée russe, quand tu vas faire aller voir le site www.poupée-russe, forcément, tu as le mot-clé poupée russe dedans. Et encore pire, si ton nom de marque de site, c'est poupée russe, en fait, ça te permet de faire du branding sur le mot-clé en même temps. Et ça, Google, il essaye de lutter contre en mettant une rétrogradation pour les exact match domain. Super important. Maintenant, il faut vraiment créer un branding et pas un exact match domain. Et ton site, il peut avoir le nom que tu veux. Par contre, il faut que tu crées
une autorité autour de ta brand sur sur la thématique de ton site. Depuis 2023, vous pourrez aller checker le lien pour aller creuser un peu plus, mais il va y avoir de la rétrogradation de la Dailymotion sur les product reviews. Pareil sur le fait que des pages globales soient moins bien positionnées que des pages locales, notamment si tu fais du service. Bien sûr, il y a ce sujet-là qui sont rétrogradés par Google. Et il y a d'autres facteurs par rapport aux liens. On va y venir juste après. Ce qui est super intéressant dans cette partie-là, c'est les index. Voilà, je te disais tout à l'heure qu'il y a 3 index différents. Et en fait, avec ça, et avec notamment ce facteur-là, en fait, Google va donner plus d'importance à un lien qui provient d'un site dans l'index primaire qu'à un lien qui provient d'un site dans l'index tiers. Donc en fait, c'est pareil. Quand tu fais ta stratégie de netlinking, ça va être beaucoup plus intéressant d'avoir un lien dans l'index primaire, donc un lien Google News par exemple, que un lien sur un petit blog inconnu et encore pire, sur un blog personnel. On va y venir après. Donc, super important. Encore une fois, difficile d'identifier comment sont faits les index chez Google, mais il y a vraiment une importance relative par rapport à ça. Sur la partie de liens et notamment la vélocité d'acquisition des liens, il va y avoir plusieurs facteurs à prendre en compte. Et en fait, ce que nous disent ces différents facteurs, c'est que tout simplement, ta vélocité d'acquisition de liens n'a pas d'importance dans un certain nombre. Ils vont compter le nombre de liens que tu vas avoir et si tu as un énorme pic de liens, ce pic-là va être atténué par Google parce que sur les périodes précédentes, tu en auras eu beaucoup moins et c'est comme s'il faisait une espèce de moyenne où en fait, si d'un coup tu chopes 200 liens, il va se dire ok, on va lui compter que trentaine de liens parce que là depuis 2 ans il en chope que 1 par jour. Et c'est pour ça que en fait toute la partie, Léo faisait un bon exemple là-dessus, acquisition de liens pour les startups qui se lancent, qui font une levée de fonds, etc., qui ont un énorme pic. En fait, ça va pas avoir l'impact escompté. Il vaut mieux faire en sorte de faire avoir des apparitions médias lissées sur le temps pour récupérer le backlink et que ce backlink ait une réelle puissance pour ton référencement. Et tu vois, en fait, ils se basent sur plusieurs facteurs. Donc, le compte par rapport aux encres, par rapport aux jours. Du coup, ils mettent une rétrogradation par rapport à ça, etc. Et du coup, il y a toute une partie spam aussi. Sur la partie lien, ce qui est important de noter, c'est que, pareil, si tu te prends une vague de négative SEO avec 150 liens spammy d'un coup, en fait, Google va les atténuer aussi de la même façon. Et en fait, ça va très peu t'impacter, voire pas du tout. Ce qui évite les attaques SEO de pure négative SEO. Ça, c'est pas plus mal. Un autre point super intéressant, c'est qu'il faut savoir que Google, en fait, va garder 20 versions de tes pages, 20 versions de ton contenu, 20 versions de ton site. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, ça veut dire qu'il va garder en mémoire les anciennes versions avant les modifications. Donc en fait, il va garder une version, tu vas faire des modifications, il va prendre la nouvelle version, mais il va aussi garder la précédente, celle d'avant, et dans une limite de 20. Ce qui fait que, en fait, il va falloir que tu fasses 20 modifs à des temps différents, avec un nouveau crawling, avec une nouvelle indexation par Google, pour que ça supprime ce qu'il y a au-delà de 20 versions. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, Google, il va se baser aussi là-dessus pour voir les évolutions de ton contenu, etc. Une autre partie qui est intéressante et sur laquelle j'avais un avis qui divergeait un petit peu de ce qu'on voit dans les documents, c'est qu'apparemment, la homepage, donc le PageRank de la homepage, en fait, il en fait profiter à tout le domaine dans son entièreté et sans même que tu fasses des liens et du maillage interne. Donc en fait, à partir du moment où tu boostes ta homepage, ça booste de façon inévitable toutes les autres pages. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, le linking vers l'homepage est vraiment, vraiment puissant et que c'est potentiellement peut-être un peu moins nécessaire de faire du linking sur toutes les pages, mais peut-être plus sur tes pages business et les pages sur lesquelles tu as des mots-clés vraiment compétitifs et ta homepage. Parce qu'en fait, les plus petites pages vont profiter du jus de la homepage et toi, après, tu te concentres sur les pages business. Et ça, c'est assez intéressant. Ça change un petit peu ma façon de réfléchir le netlinking. Je vais tester, je vais voir. Il y a quelques hypothèses que j'aimerais bien mettre en place. Je vous en reparlerai. Une autre partie, c'est que Google comprend la taille des liens. En fait, ça veut dire que il va regarder la taille de ton lien et si c'est des liens énormes, en fait, ils vont pas apparaître, par exemple, dans les liens site links dans Google. Donc, tu sais, tu vas avoir, quand tu tapes ton nom d'entreprise, ton URL et tu vas avoir 3-4 liens différents en dessous. Si c'est des liens qui sont sur tes pages et qui sont trop gros, en fait, ils apparaîtront pas en lien site links. Un autre point qui est super intéressant, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui se demandent si, lorsqu'ils ont beaucoup de liens spammy, comme Samurai, je peux te le mettre en avant, la toxicité des liens, est-ce que c'est important de désavouer les liens? Et en fait, tu vois, ils ont rien du tout par rapport au désaveu. Et de mon expérience, il vaut mieux ne pas du tout désavouer les liens. Parce que Google, encore une fois, il atténue quand tu as des gros pics de liens et même des liens spammy. Et à côté de ça, il mieux vaut diluer tous ces liens avec des vrais liens thématiques de qualité et potentiellement dans l'index de tiers 1 de Google. Et si tu fais ça, en fait, les nouveaux liens vont venir exploser la qualité de tous tes liens spammy. Donc, c'est beaucoup mieux
d'ajouter des nouveaux liens de qualité plutôt que de tenter de désavouer. En tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne. Là, on est sur un point super important, c'est qu'en fait, Google, il peut prendre en compte qu'un certain nombre limité, mais dont on ne connaît pas la limite, de caractères sur une page. Donc en fait, dans ta page, qui va faire peut-être 5000 mots, il va peut-être prendre que les 1000 premiers mots pour comprendre, contextualiser la page, comprendre de quoi elle parle, comprendre le contenu, les mots-clés, etc. Donc en fait, il y a pas mal de SEO. Léo Potvin, il parle de pyramide inversée. Laurent Bourrelli, il parle de jeu du mot mystère, et je t'en ai déjà parlé aussi sur ma chaîne. Il faut vraiment que dans les 300-500 premiers mots, tu contextualises, tu fasses en sorte que Google comprenne exactement de quoi on parle sur cette page et que tu donnes les informations. Une personne va poser une question spécifique et elle va arriver sur ta page par rapport à cette question. Il faut que tu donnes la réponse dès le début de la page. C'est super important. Et la personne, si tu lui donnes la bonne réponse et qu'ensuite, par exemple, tu l'amènes avec du maillage interne vers le reste de tes pages pour creuser d'autres questions similaires, les questions suivantes, etc. Là, c'est jackpot pour toi parce que Google comprend bien que tu réponds à l'intention, la personne navigue, engagement utilisateur, etc. Et donc, tu améliores ton référencement d'une pierre deux coups. Vraiment très puissant, c'est de la stratégie à mettre en place. Ensuite, il y a un facteur qui est basé sur l'originalité des contenus courts. Donc, ça doit être par exemple sur tous les contenus potentiellement actualités très chaudes de type média. Si tu as de l'originalité, apparemment, ça rentre en ligne de compte pour le positionnement ou pas. C'est pas le cas sur des contenus longs, à voir dans quelle mesure. Il y a pas beaucoup plus d'infos sur cette partie-là. Et ensuite, il y a un point encore très important et qui valide beaucoup de choses. Le meta title est super important pour Google. C'est super important qu'il match avec la query, donc il match avec la recherche. Si ton mot-clé principal de page, il est dans ton title, tu vas d'office mieux te positionner que s'il n'est pas dans ton title. Et encore mieux, s'il est au début de ton title, tu vas mieux te positionner que s'il est à la fin de ton title. En fait, Google, il te demande de suroptimiser ton title par rapport à ton mot-clé. Et ensuite, tu fais première partie optimisée sur ton mot-clé, deuxième partie du title, où tu vas pousser le CTR. Et si tu arrives à faire ça, tu as fait déjà une grosse partie du taf en SEO. Ensuite, on va avoir une partie sur les dates, comme quoi les dates sont vraiment importantes. On parlait de fraîcheur de contenu, donc le fait de le mettre à jour régulièrement. Et il va y avoir 3 types de dates. Ça va être la date de ton contenu. Donc, quelle est la date de création de ton contenu? Quelle est la date de dernière mise à jour du contenu? Donc, pour toute la partie fraîcheur. Une partie sur les dates dans les titles ou l'URL. Donc, par exemple, si dans ton title, tu mets actualité 2024, ce sera plus pertinent et Google va le comprendre par rapport à si c'est actualité 2021. Et ça prouve un peu à Google que ton contenu date pas ouf, donc rétrogradé. Alors que 2024, tu resteras dans le top. Il n'y aura pas forcément de boost, mais tu resteras dans le top. Et pareil, dans le contenu de la page, si tu as des mentions de 2021, de 2019, de 1980, ça peut être pris en compte par Google comme facteur de ranking. Après, bien sûr, si tu fais des historiques, c'est logique que ces dates-là, tu en parles. Par contre, si tu parles d'actualité chaude, beaucoup moins logique que tu parles de 2021. Après, il va y avoir une partie, on parlait de Sandbox tout à l'heure, mais sur la date de création du site. À quelle date il a été enregistré, sur les expirés aussi, comme quoi les expirés, en fait, si tu reprends un expiré, que tu retravailles le contenu très rapidement après l'expiration, normalement, tu dois pouvoir réussir à le remonter. Par contre, si tu reprends et retravailles un expiré 3, 4, 5 ans après la date d'expiration du site, là, ce sera déjà beaucoup plus compliqué. D'autant plus que là, Google récemment, avec les dernières core updates, fait un peu la guerre aux domaines expirés pour réduire leur impact, réduire leur importance, leur ranking, etc. Ce que je te recommande vraiment, essaye de faire soit des sites neufs où tu travailles bien le SEO, même si tu vas avoir ta zone de sandbox obligatoire, ou alors de reprendre des expirés ou des domaines snappés. C'est une des meilleures façons pour avoir des sites lancés et tester ta niche, etc. Intéressant aussi, il y a un élément sur la vidéo. Si 50% des pages du site ont des vidéos, en fait, le site va être considéré comme un site basé sur la vidéo. Il va être traité dans l'algorithme de Google de façon totalement différente. On n'a pas d'informations en plus sur comment il est traité, mais tu vas être considéré beaucoup plus comme un site de vidéo, d'hébergement de vidéo, un peu comme les YouTube par exemple ou les TikTok. Et potentiellement, tes rankings vont être différents. La façon d'optimiser ton SEO va être totalement différente également. Donc, fais bien attention. Si tu mets de la vidéo dans plus de 50% de tes pages, tu vas potentiellement être dans une autre version de l'algorithme de Google à tes risques et périls aussi. Ensuite, il y a tous les facteurs, et ça on le savait depuis longtemps, Your Money, Your Life, qui sont importants. Donc tout ce qui touche à l'argent, à la santé. Il y a beaucoup de précautions prises par Google par rapport à ces contenus-là. Il faut vraiment que tu aies toute la partie autorité, expertise, qu'on sache de quoi tu parles, tout ce qui est sourcé, toute la partie auteur, etc. Et tu vois, ils mettent un score par rapport à ces éléments-là pour être sûr que tu dises pas des dingueries et du coup pouvoir qualifier ou non ton site. Et ensuite, on va avoir une partie sur Gold Standard Documents et il semblerait que ce soit des documents, donc des pages web, des sites, des contenus
qui soit labellisé par des humains. Il doit y avoir des reviews chez Google totalement humaines qui permettent de dire ok, ce site-là, il est de top qualité, il mérite une annotation humaine. Du coup, ça le fait rentrer dans du golden. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Ça doit faire un boost pour ton site et ça doit le pousser véritablement. Et ensuite, il va y avoir des éléments sur la qualité par rapport au topic, par rapport à la thématique de ton site. Tu vois, page embedding, il va y avoir un élément sur le focus score. Donc, est-ce que tu éloignes du thématique ou est-ce que tu es très niché, très spécifique? Et alors là, potentiellement, tu as plus d'expertise, plus d'importance dans cette niche-là. Et du coup, ils ont fait des facteurs sur cette partie-là, comme quoi thématiser son site, c'est super important, et que ce soit thématiser le contenu, mais thématiser aussi les liens qui vont vers toi. Donc, faire en sorte d'avoir des backlinks qui proviennent de sites eux aussi thématisés. Tu vois, c'est ça un petit peu la réflexion. Montrer que tu es dans un environnement et une niche spécifique, que tu sais de quoi tu parles et que tu parles que de ça. Un autre point important et qui explique aussi pourquoi pas mal de petits blogueurs qui avaient leur blog personnel perdent beaucoup de ranking, en fait Google tout simplement, il rétrograde tous les sites small personal sites qu'ils considèrent comme des sites de microblogging. Et du coup, il y a quelques questions qui restent en ligne de compte. Par exemple, est-ce que Baby Panda Dailymotion c'est la nouvelle mise à jour de Google par rapport au Helpful Content Update, sachant qu'il y a un élément qui rétrograde par rapport à la qualité du contenu. Et voilà, c'est une partie de l'analyse. Comme je te l'ai dit, il y a 14 000 facteurs, donc il y en a qui n'ont pas été cités dans cette review. Tu peux aller voir leur article directement sur iPullRank dans le blog. C'est le dernier article forcément le plus intéressant. J'espère que cette vidéo t'a plu. On a vu un peu le scope global des différents facteurs de ranking qui ont leaké. Ce qui est intéressant, ce qui mérite d'être creusé aussi au fur et à mesure. Comme tu le vois, il y a pas mal de choses dont je te parle depuis longtemps. Engagement utilisateur, tout ce qui est partie CTR, clic, travailler le début des contenus, répondre à l'intention, etc. Tout ça au fur et à mesure. En fait, on le retrouve dans les différents facteurs de ce document et ça confirme énormément de théories. C'est vraiment une dinguerie ce qui s'est passé par rapport à Google. Le fait d'avoir vu ces documents-là leakés au grand public, ça aurait été encore plus fou d'avoir la pondération, mais ça aurait biaisé énormément. Là, on a des certitudes et il va y avoir pas mal d'hypothèses à aller checker, à aller valider en plus par rapport à tous les facteurs qu'on a pu avoir dans cette étude. Et comme toujours, si tu as aimé la vidéo et le contenu, pense à t'abonner, mettre la petite cloche, ça me donne de la force. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!